va Lolo? Ça va très bien, j'ai commencé ma nouvelle pièce hier bon au Splendide, c'est génial, c'est la très jolie trilogie de Laurent Baffy. Le problème, c'est que je n'ai pas le droit d'en parler ici, à cause du CSA. Alors, j'ai trouvé une idée, quand les comédiens, les artistes vont venir faire leur promo, je vais faire « Waouh, c'est splendide !» Ah ouais, c'est pas con. C'est splendide. Alors, il y a une autre pièce qui marche bien, c'est Hard, tu l'as pas vu? Pas encore, parce que je suis dans ma mise en scène, c'est tout Nicole ça. Croisil, François-Vincent Telly, c'est au Théâtre de la Renaissance. Ben, j'irai après... Faut vraiment y aller, c'est vraiment bien aussi. J'irai après le splendide. Go down. Salut les terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous permet de savoir quel jour on est en compagnie de mon ami Laurent Baffy. Et tout de suite, j'accueille Yann Moix. Ça va Yann? Pleine forme. Comment s'est passée votre première émission sur Paris Première? C'est très gentil de me poser la question. Je ne l'ai pas trouvé encore suffisamment chaotique. Trop sage, trop aseptisé. C'est pas évident de faire droit de réponse quand on n'est pas en 1982 finalement. Oui, bah c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à tout dire. Hein, Et surtout, on a du mal à fumer. Ah ouais. Voilà. Moi, j'ai fait droit de réponse, c'était un vrai bordel. Ah, vous l'avez fait? Ah oui, je l'ai fait. Ils avaient un truc incroyable, c'est qu'à un moment, je continuais à parler, mais en fait, ils m'avaient coupé mon micro depuis au moins un quart d'heure. C'est l'heure du dossier de la semaine. Avec nous ce soir, Elisabeth Lévy, Alexandre Devecchio, Thomas Guénolé et Clément Viktorovitch. Elisabeth Lévy, bonsoir. Vous êtes directrice de la rédaction du magazine Causeur. Bienvenue parmi nous. Merci. Alexandre Devecchio, vous êtes éditorialiste au Figaro Magazine, en charge de Figaro Vox. Bienvenue parmi nous. Merci. Thomas Guénolé, bonsoir. Vous êtes politologue et candidat aux élections européennes pour la France Insoumise. Bienvenue parmi nous. Clément Viktorovitch, bonsoir. Vous êtes politologue, docteur en sciences politiques, mesdames, messieurs, et on vous retrouve régulièrement chez Laurence Ferrari sur CNews. Bienvenue parmi nous. Voilà. Dossier de ce soir, extrême droite, la vague mondiale. Mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. Vous connaissiez le Trump version classique, voici venue la version tropicale. Jair Bolsonaro est xénophobe, autoritaire et nostalgique de la dictature. Son succès confirme donc le recul de la démocratie dans le monde face au régime autoritaire. Tandis que le populisme progresse en Europe, les dictateurs comme Poutine, Xi Jinping ou Erdogan dominent la scène internationale. C'est à se demander si la démocratie a encore un avenir. En 1989, après la chute du mur de Berlin et le soulèvement de la place Tiananmen, la démocratie libérale était censée conquérir le monde. La libre circulation des personnes, des marchandises et des opinions devait mener l'humanité vers le bonheur universel. Apparemment, c'est raté. Faut dire que dans les démocraties libérales, le libéralisme économique s'impose parfois au détriment de la démocratie. Et lui, c'est le banquier? Oui, c'est le banquier. Il pense que l'Europe, c'est très concret. C'est idiot, mais ça le fait sourire. En 2005, les Français ont voté contre une Europe plus libérale. À voter. Et pourtant, elle leur a été imposée en 2008 par un vote du Congrès. Le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnelle. Résultat, depuis 10 ans, la France compte 3 fois plus de milliardaires et 1 million de pauvres en plus. Or, les plus pauvres votent en majorité pour Marine Le Pen. À cette insécurité économique s'ajoute l'insécurité culturelle. L'Allemagne, la Pologne et la Hongrie ont de bons résultats économiques, mais les habitants supportent mal l'irruption du multiculturalisme. En Italie, c'est pareil, l'arrivée des populations étrangères a porté l'extrême droite au pouvoir.
Cette crise de la démocratie profite évidemment aux despotes en tout genre. Trump bouscule d'autant plus facilement les institutions et les médias que ceux-ci ont perdu la confiance du peuple. Désormais, la libre circulation des rumeurs et des fake news est une arme qui permet à Poutine d'influencer directement les campagnes électorales des pays occidentaux. Dans ce contexte, les partisans des régimes autoritaires ont le vent en poupe. En France, selon un sondage IFOP paru sur le site Atlantico, 38% des sondés se disent favorables à l'instauration d'un régime autoritaire pour sauver notre pays du déclin. Alors, après le Trump carioca, y aura-t-il un Trump cocorico? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grap. Bravo Blacko, bravo Julien. Alors, extrême droite, la vague mondiale. Alors d'abord, il y a l'Europe, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, l'Autriche, la République tchèque, la Suède, où un parti nationaliste commence à émerger, la France, avec quand même Marine Le Pen au deuxième tour. Après, il y a des régimes qui sont peut-être pas d'extrême droite, mais qui sont autoritaires, la Russie, la Turquie, la Chine, les Philippines. Et puis il y a l'Amérique du Nord, avec Trump, le Québec, où on voit l'émergence d'un parti nationaliste d'extrême droite. Et le Brésil, c'est la nouvelle évidemment de la semaine, avec le Trump brésilien. Alors, extrême droite au régime autoritaire, la vraie question qui se pose, c'est pourquoi on en est arrivé là, mondialement. Je vous pose la question, Elisabeth. Eh bien, parce que je crois que depuis 20 à 30 ans, si vous voulez, tout simplement, on a préféré ignorer, voire mépriser les inquiétudes, les angoisses, les attentes d'une partie des populations qui étaient en quelque sorte les perdants, pas forcément économiques, mais les perdants, disons, culturels de la mondialisation. On a préféré leur dire que, dans le fond, leur vieille nation n'avait plus qu'à se fondre dans le grand bain mondial et à ignorer leurs demandes répétées d'une forme d'enracinement historique, je dirais, pour aller vite, c'est-à-dire de sécurité, mais aussi d'une certaine stabilité identitaire qui n'exclut absolument pas l'ouverture. Et je voudrais quand même, dans l'édito de Blacko, il a été dit tout à l'heure, il dit les gens ne veulent pas le multiculturalisme. Et ça, c'est tout à fait vrai. Il y a plusieurs façons, disons, d'agréger les différences. Eh bien, le multiculturalisme consiste à dire, en gros, nous devons nous adapter à ceux qui arrivent et toutes les cultures sont à égalité. Tu as ta mini-jupe, j'ai ma burqa, et puis c'est très bien. Nous avions un autre modèle. Or, qui était un modèle où on demandait aux gens d'abandonner peut-être un peu plus, au moins dans l'espace public. Si vous voulez, c'est un modèle peut-être un peu plus dur, mais qui, à mon avis, a ses vertus. Et nous avions, après l'assimilation, nous avons eu l'intégration. Voilà, donc je crois que dans ce processus d'abandon, notamment des classes populaires, la gauche a une immense responsabilité parce que elle a décidé de jouer, si vous voulez, les minorités, la gauche identitaire. C'est ce que Marc Lilla appelle la gauche identitaire. Et je crois vraiment, ça ne sert à rien de se battre contre le populisme si on ne se bat pas contre les causes du populisme. Guénolé, vous êtes d'accord avec ça? J'ai simplement une analyse qui est différente. La cause de la grande vague que vous mentionnez, puisque vous demandez quelle est la cause, oui, c'est la mondialisation malheureuse. C'est un pillage des richesses mondiales au profit de la minorité très riche, en aggravant les inégalités parmi les peuples et, accessoirement, en bousillant la planète sous la forme qui est nécessaire en tant qu'écosystème pour que l'humanité survive. Excusez du peu. Et donc ça provoque non pas une vague mondiale anti-système, mais deux. Il y a l'extrême droite qui monte, donc ça donne Trump, ça donne Le Pen, ça donne Orban, etc. Vous mentionniez la Suède, il y a aussi l'Allemagne, au Brésil, et puis vous avez aussi une autre vague qui est que la vraie gauche monte. Et donc, ça donne Bernie Sanders aux États-Unis, ça donne James Corbyn, ça donne Jean-Luc Mélenchon, ça donne Podemos en Espagne, etc., etc. Corbyn, vous pouvez peut-être l'enlever de mais il faut bien comprendre que ce sont deux offres politiques très différentes. Ouais. C'est-à-dire que... Excusez-moi, oui, mais voilà. Est-ce que ces deux offres ne sont pas susceptibles de se rejoindre? Parce que ce ne serait pas la première fois où l'extrême gauche et l'extrême droite se rejoindraient. Non, je ne pense pas. Comme en Italie. Il y a en France et dans d'autres pays un jeu dans le débat politique qui est d'attaquer en particulier les forces de la vraie gauche en disant finalement vous et l'extrême droite c'est un peu pareil. Et la méthode est toujours la même, c'est regardez Marine Le Pen a dit qu'il est midi 5, vous le dites aussi, donc vous êtes le péniste. Ouais. Donc c'est grotesque. Alexandre, pourquoi assistons-nous à cette vague mondiale finalement d'autoritarisme et d'extrême droitisme?
Il y a aussi le terme populisme, et qui dit beaucoup plus sur les élites, parce que finalement c'est un terme qui vient des élites pour désigner leur adversaire. Personne ne se définit comme populiste, et qui dit d'une certaine manière leur mépris du peuple. Dans populiste, il y a quelque part le peuple, ça sent mauvais. D'ailleurs, on voit Hillary Clinton qui parle du panier des déplorables, on voit Emmanuel Macron qui parle de ceux qui ne sont rien. Et je crois que dans cette grande fracture entre le peuple et des élites qui sont effectivement mondialisées, déconnectées des problèmes quotidiens des peuples et des nations, avec des gens qui vivent dans des quartiers un certain nombre de réalités, qui ont un mode de vie, une culture qu'ils entendent préserver, eh bien, voilà, dans cette grande fracture-là, finalement, les populistes se sont engouffrés là-dedans et sont devenus la voix, aujourd'hui, la voix du peuple. Une voix qui peut être imparfaite, parce que, par exemple, Bolsonaro au Brésil, je ne suis pas sûr que ce soit pas vraiment une vraie régression démocratique. Mais là-dedans, il y a aussi des populismes décents qui représentent une vision qui est respectable, et je crois qu'on devrait enfin avoir un vrai débat démocratique. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que ce sont des partis anti-système, ce sont des partis de gouvernement, parce qu'ils sont quasiment majoritaires en Europe. Mais ils ont une idée, parce qu'avant, Marine Le Pen voulait sortir de l'Europe pour que la France soit toute seule. Maintenant, elle se met d'accord avec d'autres populistes européens pour créer une Europe différente. Ça, c'est un point notable et qui est extrêmement important. Elle préfère s'associer avec Salvini que sortir de l'Europe. Oui, parce que le rapport de force a changé. Autrefois, je pense que ces partis-là voulaient sortir unilatéralement parce qu'ils étaient minoritaires. Aujourd'hui, ils arrivent au gouvernement. Et effectivement, pourquoi ne pas changer l'Europe de l'intérieur? Je pense que c'est un petit peu difficile malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de règles juridiques. Et je pense s'ils ont la majorité à l'Assemblée européenne... Mais ils ont la majorité, effectivement. Mais je crois que dans le débat aussi qu'on a, c'est aussi un problème d'affrontement entre le droit et la souveraineté populaire. Depuis la chute du mur de Berlin, les élites ont cru que la technocratie et le marché allaient gouverner. Et là, on assiste à une révolte des peuples qui veulent qu'on respecte leurs paroles et leur envie. Et donc, je crois qu'il y a effectivement, dans un certain nombre de pays, une forme de coup d'État des technocrates et des juges, et que les populistes sont là pour rétablir une certaine forme d'équilibre. Viktorovitch, alors, pourquoi on en est arrivé là? Mais pour une raison simple. La démocratie représentative a fait une promesse au peuple. Une promesse qui était simple. Elle leur a dit, nous, la démocratie, ce sera le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Quand on regarde les résultats de la démocratie représentative depuis une vingtaine d'années, qu'est-ce qu'on observe? Le gouvernement par le peuple, vraiment, quand en France, les Français rejettent le traité constitutionnel européen en 2005 pour se le voir imposer quelques années plus tard par Nicolas Sarkozy. Et dans tous les pays d'Europe, il y a des élections dans lesquelles les citoyens ont voté pour un parti ou pour un autre, pour ensuite voir, à leur stupéfaction, les deux partis gouverner ensemble. C'est ce qu'on appelle une grande coalition gauche-droite. On a vu ça en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas. En France, avec Macron qui essaye de faire une synthèse. Oui. Et parfaitement. Et en France, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout de même curieux de voir Gérald Darmanin et Jean-Yves Le Drian se taper dans le dos au sein du même gouvernement, alors qu'il y a encore quelques années, ils s'affrontaient à l'Assemblée nationale. Bon, comment peut-on faire croire encore que c'est le gouvernement par le peuple quand le vote du peuple n'est, pour ainsi dire, pas respecté? Et on leur a dit, oui, mais c'est pas grave. La démocratie représentative, c'est au moins le gouvernement pour le peuple. Ah, pour le peuple, vraiment? Quand un rapport en décembre 2017 pointait un accroissement des inégalités partout dans le monde, les 1% les plus riches de la population mondiale qui captent 50% de la croissance mondiale, donc vraiment le gouvernement pour le peuple. Aujourd'hui, la démocratie représentative, comme nous la connaissons, est contestée, elle a des raisons de l'être. Vous avez des forces politiques qu'on classe à l'extrême droite, qu'on pourrait appeler populistes, qu'on pourrait appeler patriotes. Au fond, on les appelle comme on veut. Vous avez des forces politiques qui recommandent d'avoir une évolution vers un régime plus autoritaire, plus refermé au sein des frontières et plus protecteur vis-à-vis de l'extérieur. On ferme tout et on essaie de retrouver notre culture. Vous avez d'autres forces politiques, parce qu'elles existent malgré tout, qui disent « Et si on essayait, au lieu de se refermer sur nous, d'accomplir le projet de la démocratie, d'imaginer une démocratie véritable, une démocratie davantage participative ?» Et là, on se tourne vers des forces telles que Podemos en Espagne, qui disent « Essayons d'imaginer quelque chose avec les citoyens, avec le peuple. » Mais minute papillon, ce face-à-face. Ah non, mais là c'est ça l'arnaque. En fait, c'est exactement l'arnaque macronienne dans un autre genre. C'est-à-dire de nous dire, dans le fond, lui, il nous dit c'est moi ou le chaos populiste. Et que nous dit Clément? Il nous dit, ah bah d'un côté, il y a les populistes et les forces obscures, et puis de l'autre côté... Moi, j'ai jamais dit ça. Ça, c'est vos termes, Elisabeth. C'est parce que vous venez de dire qu'il y avait deux voix. Si. Il y avait deux voix. J'ai jamais parlé de forces obscures. Moi, j'en vois une troisième. Vous parlez d'extrême droite, moi, j'en vois une troisième. C'est vous qui êtes en train de rejouer Star Wars. Moi, j'ai jamais parlé de forces obscures. Je suis désolée, mais cette alternative qu'il y aurait, moi, je pense qu'il y a une troisième voie qui est...
de donner des réponses à la fois démocratiques, civilisées, aux questions que posent les populistes, au lieu de criminaliser les questions. Yann? Alors, le populisme part du postulat que le peuple sait ce qui est bon pour lui. Alors, le peuple ne sait jamais vraiment ce qui est bon pour lui. Sinon, il n'y aurait pas eu toutes ces années de démocratie derrière nous. Cela dit, il est vrai qu'il y a une crise entre les représentés et les représentants. Il y a quand même quelque chose qui se passe, il y a un hiatus qui s'est créé, et cette coupure fait qu'on est obligé d'utiliser le mot élite. Mais si vous prenez Emmanuel Macron, par exemple, certains vont le mettre dans la case des élites, et moi, je le mets dans la classe des populistes. Le suffrage universel direct, il y a 150 ans, était considéré comme la chose la plus populiste du monde. Le fantasme de Napoléon III, qui est le fantasme de tous les populistes, c'est qu'il n'y ait plus d'intermédiaire, qu'il n'y ait plus de médiation, et qu'on ait un écho direct, une résonance avec le peuple. Et ce qui nous semble aujourd'hui la chose la plus démocratique du monde, ce suffrage universel direct qui, comme c'est pas un hasard si la République française s'en est méfiée de 1875 à 1962, évidemment, fait que ce qui pour nous est l'acmé de la démocratie est peut-être bizarrement en train de nous avertir qu'il y a peut-être un danger interne à la démocratie dans le suffrage universel direct. La seule chose que je n'aime pas dans ce débat, c'est l'utilisation du mot peuple, dont on ne sait jamais exactement ce qu'il signifie. Voilà. Alors, je vais poser la question qu'il ne faut pas poser. Ah, vas-y. Mais est-ce que, finalement, à certains moments, un régime autoritaire n'est pas bénéfique quand il s'attaque à des problèmes restés sans solution pendant des décennies? Par exemple, Duterte, aux Philippines. Il y avait un problème de drogue. Le mec arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il flingue les dealers. Bon, voilà. On peut trouver ça anti-humaniste. Le meilleur cancérologue, c'est Landru à ce moment-là. Bah oui, mais bon. Sauf que Duterte aux Philippines, il est en train de régler le problème violemment. Est-ce qu'à un moment, les démocraties n'ont pas besoin d'un homme fort? Je prends l'exemple de Rome, par exemple. À Rome, pendant 6 mois, on élisait un dictateur. Le mec était dictateur, il avait les pleins pouvoirs. Et au bout de 6 mois, il rendait le pouvoir. Donc, est-ce que finalement, on n'en est pas là? Est-ce que devant l'immobilisme des démocraties, on n'a pas besoin, Alexandre, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il va falloir éviter d'en arriver là. Ça voudrait dire que les tensions communautaires sont si fortes qu'il y a une forme de guerre civile en France. Et là, peut-être qu'effectivement, on va en arriver là. Maintenant, ce qu'on appelle aujourd'hui, pour la plupart des populistes, il faut arrêter. Ils ont de l'autorité, effectivement. Ils ont des repères affirmés. Ils luttent face à un certain nombre de contre-pouvoirs, mais c'est en rien des dictateurs. Trump n'est pas un dictateur, il ne fait qu'appliquer le programme pour lequel il a été élu, et il se heurte à un certain nombre de juges, de contre-pouvoirs qu'il combat. Ça s'appelle la politique et ça s'appelle la démocratie. Et je pense que depuis des années, malheureusement, on a une classe politique qui ne veut plus faire de politique, qui refuse les rapports de force, mais la politique, c'est les rapports de force, et on s'en sortira comme ça. Sinon, effectivement, on va tout droit vers un vrai dictateur, comme ce qui est en train d'arriver au Brésil. Thomas? Il y a une escroquerie à laquelle les électeurs en général et les électeurs qui sont tentés par le vote Front National ou par le vote d'extrême droite dans d'autres pays doivent faire très attention. L'extrême droite, ce sont des faux rebelles, ce sont des rebelles en carton. Parce qu'en réalité, au pouvoir, l'extrême droite, elle collabore avec les forces de la mondialisation malheureuse. Le mec au Brésil, il est aidé par tous les puissants du Brésil. Exactement. Elle collabore avec les riches, elle collabore avec la finance, elle collabore avec les grandes firmes. Je vous prends quelques exemples. On a parlé tout à l'heure du candidat de l'extrême droite au Brésil, Bolsonaro, vous le mentionniez tout à l'heure. Son programme, c'est 200 milliards de privatisation, c'est-à-dire il va vendre des services publics à des grandes firmes, à des banques. Et donc, candidat du soulèvement du peuple, vous repasserez, et il propose pas grand-chose, juste 3 fois rien, la privatisation du système de retraite, ce qui sera une catastrophe pour les plus pauvres, parce que ce que ça veut dire, c'est que, par définition, ils n'auront pas les moyens de se le payer. Prenez Trump aux États-Unis. Trump, il a fait adopter 1200 milliards de dollars de baisse d'impôts juste pour les 1% les plus riches de la population. Donc le président du peuple, on repassera. Salvini, le patron de l'extrême droite italienne, il vient de rencontrer un lobbyiste célèbre qui s'appelle Tony Blair, à qui il a assuré que le gouvernement italien allait soutenir un projet de gazoduc dans l'intérêt des grandes firmes pétrolières. Et donc c'est ça, le candidat de la rébellion contre la finance et les grandes banques. J'insiste là-dessus, quand l'extrême droite est au pouvoir, en réalité, elle collabore avec les puissances d'argent. C'est une arnaque. C'était le cas avec Hitler, qui était soutenu par toutes les grandes firmes allemandes de l'époque. Je n'osais pas en parler, mais si, puisque vous mettez ça sur la table... C'est la vérité. Et avec ces grandes firmes, il insistait sur le côté anti-bolchevique et pas sur le côté antisémite, bien sûr. Clément? Sur le multiculturalisme, c'est toujours ce qu'on entend, qu'il y a une inquiétude dans les peuples, que les peuples sont inquiets, que les gens ont peur, et qu'il faut bien y répondre, parce qu'on voit s'installer à côté d'eux des personnes qui ne sont pas comme eux et qui ne veulent pas s'intégrer. Alors, j'ai fait un truc.
c'est que j'ai été voir précisément ce qu'en disent les citoyens concernés. J'ai regardé le score de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2017 dans les quartiers, en tout cas les villes ou les arrondissements, où il y a le plus de mixité sociale. Où il y a une forme de grand remplacement, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais il y a des réalités démographiques que vous ne voulez pas voir dans ces quartiers-là. Évidemment. Mon père habite à Épinay-sur-Seine, il n'est pas content de ce qui se passe et il vote pas Le Pen. Sinon, toi, Yann. Arrête. C'est là qu'on voit que vous êtes très gêné par ce fait-là. Ah non, moi je ne suis pas du tout gêné. Dans ces cas-là, laissez-moi vous donner quelques chiffres. Dans le 18e arrondissement parisien, c'est l'arrondissement de la Goutte d'Or, de Château-Rouge, cher à Éric Zemmour. Marine Le Pen, au premier tour de la présidentielle, fait 5,4%. Alors vraiment, il y a une inquiétude des peuples. Les gens ici, ils ont peur. Au contraire, ça se passe bien. Et on pourrait continuer. Saint-Denis, 10%. Pantin, 8,5%. Mais vous êtes allé à Saint-Denis et 5,3%. Partout, j'ai terminé ma phrase. Partout, il y a de la mixité sociale. Partout, il y a du multiculturalisme. La mixité, ça se passe bien. Parce que précisément, il y a de l'intégration. Parce que précisément, les peuples vivent bien ensemble, vivent heureux. Là, franchement, on est exactement dans ce qui nourrit les votes que vous n'aimez pas. Pourquoi? C'est le déni. Thierry a parlé avec Kamel Daoud de ce qui s'est passé en 2002 quand les territoires perdus de la République sont sortis. Négation partout, déni partout. Il n'y a pas d'antisémitisme dans nos banlieues. 15 ans après, dans ces merveilleux quartiers où il n'y a pas de problème, mon cher Clément, il n'y a plus un enfant juif. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème. Si, tu viens de dire que les gens vivaient ensemble et que c'était merveilleux. Excuse-moi, je l'ai bien entendu. Alors, ils vivent tellement bien ensemble. Et c'est tellement bien merveilleux que les enfants juifs ont dû quitter l'école publique. C'est super merveilleux. Maintenant, il n'y en a plus. Dans quel quartier, Elisabeth? Dans quel quartier? À Épinay-sur-Seine, etc. À Paris 19e. Est-ce que j'ai parlé d'Épinay-de-Sarcelles? Non, on n'a pas parlé. À Saint-Denis, c'est pareil. Mais tout à l'heure, tu as dit que dans tous les quartiers. J'ai parlé des quartiers où il y a de la mixité sociale. J'ai pas parlé des quartiers qui sont ségrégés, qui sont devenus des ghettos, où effectivement il y a un problème. Non mais c'est quand même incroyable d'entendre qu'aujourd'hui, si tu veux, la chose que d'ailleurs un certain nombre d'enfants d'immigrés disent eux-mêmes qu'ils ne trouvent pas leur place dans la société française, c'est bien donc que l'intégration ne se passe pas si bien. Mais là, j'arrive pas à te convaincre. Mais je t'assure que c'est grave. Je n'arrive pas à te convaincre que plus tu dis ce genre de choses, je veux dire, plus tu nourris le sentiment qu'il y a des gens à la télé, des gens très intelligents, qui parlent de la vie que mènent les autres, si tu veux, avec une légèreté, une inconscience et un mépris de ce qu'ils vivent qui est dégueulasse. Dernière question, est-ce que Macron a raison, finalement, de prendre Orban de front? Est-ce que c'est intelligent, finalement, de dire, d'un côté, il y a les Orban, et de l'autre côté, il y a moi? C'est une escroquerie, ça. C'est une escroquerie complète. Vous avez un récit que les macronistes essayent de nous vendre, qu'ils soient au gouvernement, éditorialiste ou autre, c'est Emmanuel Macron, le grand rempart contre l'extrême droite et la xénophobie. Sauf que quand Matteo Salvini, le patron de l'extrême droite italienne, était en campagne électorale, vous avez une vidéo qui est très facile à retrouver, dans laquelle il explique au micro de France 3 la politique d'Emmanuel Macron contre les migrants, c'est très bien, et c'est d'ailleurs en grande partie ce que je compte faire. Et vous avez une autre vidéo qui est facile à trouver aussi, Louis Alliot, vice-président du Front National, interviewé par Bourdin, et Bourdin lui dit, mais alors, vous approuvez, vous, la politique, le projet de loi Asile et Immigration, mais je n'ai pas besoin de l'approuver, puisque c'est la politique que nous recommandons depuis 30 ans. Ouais. Donc la politique sur le fond d'asile et immigration d'Emmanuel Macron, elle est approuvée par Salvini sur le fond. Elle est approuvée par Salvini et elle est approuvée par le Front National. Alexandre. Non, on est tous d'accord là-dessus. Moi, pour le dire plus clairement, Emmanuel Macron n'a plus qu'une seule chance d'être réélu, c'est de se retrouver une nouvelle fois au second tour avec Marine Le Pen. Tout le monde sait qu'elle est nulle. On a vu le débat d'entre-deux tours. Et donc voilà, il en rêve, c'est sa planche de salut. Donc pour le coup, Marine Le Pen devient la meilleure alliée du système et il y a un jeu de rôle entre les deux. Clément, un mot. Est-ce que Macron a raison ou pas de s'opposer frontalement à Viktor Orban? Il a raison, bien sûr. C'est la posture qui l'avantage le mieux. Après, c'est une escroquerie politique, parce que, en fait, la conclusion, elle est extrêmement simple. Ça fait disparaître tous les autres. C'est-à-dire qu'il a érigé le camp du mal, qu'il a appelé les nationalistes. Lui, c'est le progressiste. Moi, j'attends qu'on me montre quelqu'un qui ne se dise pas progressiste. C'est-à-dire que tout le monde a envie d'être progressiste. Personne n'a envie d'être régressiste ou anti-progressiste. Donc, il se met dans le camp du bien. En face, tous les autres, c'est le mal. Et ça fait disparaître tout le reste. C'est-à-dire, la droite républicaine disparaît. La gauche classique républicaine disparaît. Jean-Luc Mélenchon disparaît. Dans cette grille de lecture, le reste du champ politique disparaît. Donc c'est une escroquerie pure et simple. Elisabeth Lévy, Alexandre Devecchio, Thomas Guénolé, Clément Viktorovitch, merci d'avoir été avec nous.
Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal, les Moix d'or. Alors, des Moix d'or qui ont cette semaine pour thème l'autodestruction. J'aime bien les thématiques. Oui. Et je vais décerner mon premier Moix d'or de l'autodestruction qui va être artistique, celle-là, à Banksy. D'ailleurs, je viens d'apercevoir que dans Banksy, il y a le mot banque, qui a vendu une fille au ballon pour 1,2 million d'euros, et au moment où l'acheteur achète l'œuvre, l'œuvre s'autodétruit. Et ça vaut le double. Parce qu'il y a effectivement une broyeuse à l'intérieur. Alors, on vit dans un monde aujourd'hui où la destruction de l'œuvre est une œuvre en elle-même. Et on peut aller plus loin. L'œuvre détruite vaut plus que l'œuvre intacte. C'est ça qui est fascinant. Alors là, je vois une relation sadomaso entre l'artiste et l'acheteur. Picasso faisait déjà ça en termes de sadisme, et ils sont forts, les peintres. Picasso s'amusait à faire des Picasso sur le dos des enfants de ses amis. Ensuite, ils allaient se baigner, donc ils avaient 2 millions d'euros. Il y a aussi le sadisme Duchamp qui faisait des urinoirs qu'on achetait des millions ensuite aux enchères. Alors, le masochisme des acheteurs, lui, il est très facile à comprendre. On a l'impression qu'ils veulent se faire payer quelque chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils achètent? En achetant un tableau qui s'autodétruit, ils achètent de l'humiliation. Alors, ils se font en fait dépouiller et voler. Et qu'est-ce qui va se transmettre? Parce que là, évidemment, l'humilié est détenteur d'un trésor, de sa propre humiliation, et c'est ça qui va essayer de refourguer sa propre humiliation, qui est entrée dans l'histoire de l'art. Le canular a été homologué, entériné par l'histoire de l'art, et donc, ce n'est plus une œuvre, c'est un brevet d'humiliation. Alors, on peut même se demander si l'œuvre ici, c'est pas tout simplement la somme dépensée, une somme en fait de l'argent mis en œuvre au sens littéral du terme, et le seul véritable artiste, c'est l'acheteur qui, en bas du chèque, signe de son nom. Oui, c'est bien, oui. Il y a aussi Elton John. Oui, alors Elton John, ça me fascine. Elton John, je lui ai décerné le Moix d'or de l'autodestruction professionnelle, parce qu'en fait, il entame une tournée d'adieu. Alors qu'est-ce que c'est qu'une tournée d'adieu? C'est une tournée qui n'en finit pas pour dire que tout est fini. En fait, la tournée d'adieu, c'est la tournée qui s'écoule entre le moment de la vieillesse et le moment de la mort. Or, en 2018, le laps de temps qui sépare la vieillesse et la mort est bien supérieur au laps de temps qui sépare la jeunesse de la vieillesse. Attends, faut que je prenne des notes, là. Donc, en fait, qu'est-ce que fait Elton John? Il fait ses débuts dans la fin. C'est une sorte de bisu de la conclusion, en fait. Donc, ça peut durer longtemps, parce que prenez Jimi Hendrix, par exemple. Hendrix n'a jamais autant produit que depuis sa mort en 1970. Il n'y a pas une année où il n'y a pas un album de Hendrix qui sort. Alors, ça m'a donné l'envie et l'idée de donner, et c'est rare que je le fasse, un Moix d'or posthume à un écrivain, Jean d'Ormesson. Pourquoi? Parce que Jean d'Ormesson, entre 1965 et 2017, n'a écrit que des derniers romans. En 1965, il a publié un livre qui s'appelle Au revoir et merci. C'était son premier dernier roman. Et ensuite, il n'a publié que des derniers romans. Il a même publié un dernier roman, posthume celui-là, en 2018. Et ce qu'on peut dire, c'est que finalement, les académiciens ne sont immortels que de leur vivant. Alors, le contraire... Quel est le contraire de Jean d'Ormesson? Je dirais que c'est Amélie Nothomb, à qui je décerne un Moix d'or de l'autodestruction du deuxième roman, car depuis 26 ans, Amélie Nothomb n'écrit que des premiers romans. Elle a autodétruit la notion de deuxième roman. Alors, là, elle vient de sortir à la rentrée son 26e premier roman. C'est quand même assez impressionnant. Alors, il y a beaucoup de gens qui adorent son premier roman. Moi, j'adorerais le jour où elle sortira son dernier roman. Bravo. Il y a Bob Dylan. Ah bah oui, alors parce que Bob Dylan, il est fascinant. Je lui donne le Moix d'or de l'autodestruction artistique et professionnelle. C'est-à-dire que lui, il y a à la fois l'effet Banksy, de l'œuvre qui s'autodétruit, et l'effet Elton John. Je m'explique. Ça fait des années que je vois Bob Dylan en concert, et il massacre ses morceaux. On ne reconnaît plus exactement comme on passe à la broyeuse un tableau, il passe à la broyeuse ses morceaux. Et alors lui, pendant 25 ans, il a fait son arrivée. Pendant 25 ans, il a fait ses adieux, donc comme Elton John va le faire, avec ce truc fascinant. Je vais donc avec un ami à Bercy pour voir le dernier concert de Bob Dylan. Et je lui dis, t'as vu, il n'a pas encore joué All Along the Watchtower. Mon ami me dit, bah, qu'est-ce que tu crois qu'il est en train de faire? Je dis, d'accord, mais alors tu admettras au moins qu'il n'a pas joué Lay Lady Lay. Bah, il me dit, si, il est en train de le faire aussi. Alors les Moix d'or aux Stones, parce que du cynisme, ils sont très intelligents. Eux, ils n'ont jamais fait la moindre tournée d'adieu, et c'est pour ça qu'on va les voir pensant que c'est vraiment leur dernier concert. C'est vrai. Et alors, pour rejoindre le débat sur le populisme, je ne pouvais pas ne pas être un peu sérieux non plus et décerner un Moix d'or de l'autodestruction citoyenne à Ronaldinho, qui était Ballon d'or en 2005, car il a soutenu le dictateur Jair Bolsonaro.
À côté, Trump, à côté de Bolsonaro, c'est Jean-Marc Ayrault, hein, pour bien situer un peu le... Alors, Ronaldinho était premier ailier gauche à s'allier avec l'extrême droite. L'histoire retiendra ça. Au niveau du coup de pied, c'était un dieu. Au niveau du coup de main, c'est le diable. Et alors, comme Ronaldinho n'est ni juif, ni homosexuel, ni noir, on peut considérer qu'il marque contre son camp. En fait, moi, dans le foot, Thierry, j'ai toujours aimé le ballon, la pelouse, l'herbe, les gradins. Ce qui m'a toujours gêné, c'est les joueurs. Bravo. Au revoir, merci. À la semaine prochaine. Avec plaisir. On se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. À tout de suite. Thierry, faut pas qu'il parte. Il y a Patrick Sébastien qui arrive. Ah non, 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 il peut pas. Non, ils vont pas se rencontrer. Non, 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 non. Mets une burqa. Rebonsoir, les Terriens du samedi, re-bienvenue dans l'émission qui nous permet de savoir quel jour on est. Laurent Baffie est toujours avec moi. Et j'accueille Patrick Sébastien, Laetitia Milo et Jean-Baptiste Boursier. C'est bien. Tu fais dans Broadway. Oui, j'adore. C'est splendide. Je suis comme toi. C'est magnifique. Je suis comme toi, j'adore le cabaret. Mais bien sûr. Ça a été l'escalier, ouais, donc juste des plumes pour être un peu dans l'ambiance. Bah oui, la prochaine fois, oui. Alors, vous savez qu'on est dans le shopping des Terriens. C'est la nouvelle formule, moi. Voilà, nouvelle formule. T'as gardé des vieux trucs, quand même. Ah bah, toujours. Alors, vous êtes là pour vendre. Et ce soir, c'est incroyable, nous avons un shopping qui est basé sous le signe de la bienveillance. Ah. Un mon bisounours, je lui fais des bisous. Ah, c'est bien ça. Et c'est lui beau le trou. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Alors je m'explique, Patrick, vous publiez chez XO un livre qui s'appelle « Et si on était bienveillant », donc bienveillance. Vous, Laetitia, vous publiez chez First Ma clé du bonheur, donc on est toujours dans la bienveillance. Et Jean-Baptiste, vous lancez sur RMC Story un talk show que vous voulez bienveillant, intitulé Talk Show. Voilà. Alors. Que du positif. Mais le talk show bienveillant, c'était une idée à vous. Pendant des années, vous avez dit je vais faire un talk show bienveillant. Ouais, non, parce que moi, ma vie a toujours été. On s'en est assez moqué. Ouais, c'est que de l'amour. Putain, ouais, c'est génial. Non, tu le fais bien, hein. Ouais, je le fais bien, hein. Je le fais mieux que lui. Ouais. Non, mais j'ai toujours été... Tu as piqué l'idée, en fait, non? Non, mais j'ai toujours été bienveillant dans la vie. Ma vie, ça a été d'essayer de faire du bien aux gens. Et puis, j'ai fait ce bouquin pour essayer de pousser les gens à l'être un petit peu plus. Tout le monde, il est bon. Tout le monde, il est gentil. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir à tous. Les infos de Viso. On peut y aller tout de suite avec la politique française. C'est de mieux en mieux. Remaniement ministériel, ça traîne, ça traîne. Emmanuel Macron et Édouard Philippe auraient essuyé au moins 5 refus. Manu, moi, un ministre, je traverse la rue, je t'en trouve un. Je vais vous dire. Mais bon, monsieur a des conditions pour son remaniement. Il veut inculquer au gouvernement un nouveau souffle, mais surtout pas de virage. Pas de virage, c'est ce qu'aurait préféré Coluche. Et un nouveau souffle, c'est ce qu'aurait préféré Grégory Le Marchal. Mais ils veulent... Oui, c'était gratuit en plus. Hein. Ouais. Ils veulent des profils très clairs pour l'intérieur. Philippe et Macron sont à la recherche d'un Jean-Michel Blanquer de la sécurité. Voilà. Un Jean-Michel Blanquer de la sécurité. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, moi, quand je regarde mon Jean-Mimi Blanquer, voilà, on se dit quand même qu'il a plus une tête à remplacer Danny Boone dans Les Ch'tis que Stallone dans Rambo. On en est là.
En fait, ce que cherche l'exécutif, c'est un homme issu de la société civile dont l'autorité ne peut être remise en cause pour être ministre. Ah bah voilà. Le nouveau ministre de l'Intérieur. Et en même temps, mieux vaut un Jean-Michel Blanquer de la sécurité qu'un Alexandre Benalla de l'éducation. Pour l'instant, Édouard Philippe, en plus d'être Premier ministre, c'est lui le ministre de l'Intérieur. Donc on n'est pas à l'abri qu'à moyen terme, le gouvernement ressemble à ça. Voilà, et ça va simplifier. C'est les mêmes à tous les postes et c'est pour ça que c'est très drôle. En tout cas, moi, plutôt que Benjamin Griveaux, je vais vous dire qui j'aurais pris comme porte-parole du gouvernement, c'est Nikos Aliagas. Parce que l'annonce de ce remaniement, elle traîne tellement qu'on dirait un peu une finale de The Voice. Et le grand gagnant de cette finale du remaniement du gouvernement 2018. Et je sais que vous attendez chez vous cette nouvelle avec impatience. Le grand gagnant donc de ce remaniement est, et j'en profite pour saluer Gérard Collomb. Gérard Collomb qui a quitté l'aventure. Le grand gagnant après la pub. Ouais. C'est tellement ça. On en est là. Gérard Collomb, on y vient évidemment. Cette semaine, on a découvert la vraie raison de son retour dans sa ville. Ce sont les ambitions de Caroline Collomb. Oui. Et ouais. Bon, c'est très clair, dans le couple Collomb, c'est madame qui porte la culotte et monsieur les couches confiance. Caroline Collomb, t'as un peu l'impression que son projet, c'est d'acheter la mairie de Lyon en viager. Et c'est devenu un petit peu la Laetitia Hallyday des bords du Rhône. En tout cas, ça pose la vraie question. Est-ce une bonne idée de devenir maire quand t'es la femme d'un grand-père? On ne sait pas, et on aura bientôt la réponse. Passons à l'extrême gauche. Avec vent de fronde au Parti communiste français. Alors là, la grosse info de ce titre, c'est qu'on apprend qu'il y a encore des communistes en France. Et c'est bon, c'est pas la folie dans les meetings, hein. On a voilà. Bon, voilà. Le vent de fronde. Passons aux essais nucléaires à Mururoa. La Polynésie porte plainte contre la France pour crimes contre l'humanité. Et c'est là qu'on voit la grande différence entre les Polynésiens et Jacques Chirac. Eux, ils se souviennent très bien des essais nucléaires. D'ailleurs, il paraît que là-bas, quand on dit d'un enfant qu'il a une tête de plus que les autres, ça ne veut pas toujours dire qu'il est plus grand. Politique internationale. Melania Trump a multiplié les faux pas vestimentaires lors de son voyage en Afrique, au Kenya. On le voit sur la photo de gauche, elle pose avec un casque utilisé par les colons. Melania Trump a une soirée pour une association de lutte contre les violences conjugales. Elle vient avec un t-shirt Noir Désir, si vous voulez. Ah si, non, elle n'est pas vive, hein, elle n'est pas vive. Hein. Si on l'emmène au mémorial d'Auschwitz, elle est capable d'apporter les petits fours. Si. De mieux en mieux. Russie. Des fosses communes staliniennes identifiées grâce à la Luftwaffe. On peut penser ce qu'on veut de la Luftwaffe, mais au moins avec eux, on retrouve des corps, contrairement à la Malaysian Airlines. Judiciaire. Cet homme n'a pas de limite. Ouais, quand ça vient de vous. Bagarre à Orly, Booba et Karis condamnés à 18 mois de prison avec sursis. À l'annonce du verdict, Booba et Karis semblaient plutôt satisfaits, même s'ils auraient tous les deux demandé « Mais qui c'est ce sursis ?» Très bon. Sans transition, homophobie à Paris, 2 hommes qui s'embrassaient ont été agressés violemment dans le 19e arrondissement par 2 individus qui les ont roués de coups. Alors j'en profite pour rappeler peut-être les bases, mais cette différence essentielle. 2 hommes qui s'embrassent, ce sont des homosexuels, et 2 hommes qui les frappent, ce sont des enculés. Santé. L'agence de sécurité sanitaire demande l'arrêt des cabines de bronzage en raison d'un risque de cancer avéré. Je sais pas si c'est vraiment si dangereux que ça. Sinon, Jacques Séguéla aurait dû mourir bien avant François Mitterrand. Sport, Tour de France. Le trophée du vainqueur Geraint Thomas a été volé. On a volé son trophée et j'ai dit c'est dingue, tous les trophées importants ont été volés cette année. Je rappelle qu'avant celui du Tour de France, c'est déjà la Coupe du Monde qui avait été volée à la Belgique par la France. Et oui, c'était très clair. Rancunier. Oui, un petit peu, j'ai le seum. People. Cœur de pirate est en manque de sexe et n'a pas peur de le dire. Eh ben, je crois qu'il va vraiment falloir qu'on lui présente Bite de corsaire.
Allez, les brèves. J'ai compris. Même moi, j'ai compris. Celle-là, elle est facile, elle est accessible. Japon, un gardien de zoo retrouvé mort dans l'enclos d'un tigre blanc. Une nouvelle qui a aussitôt fait réagir Marine Le Pen, qui a tweeté « Pourquoi préciser que le tigre était blanc ?» Hashtag stigmatisation. Et avant de passer à l'artiste de la semaine, je me dois de revenir sur le grand coup de génie de Banksy. Alors je sais qu'Yann Moix en a parlé, l'œuvre qui s'est autodétruite juste après avoir été vendue aux enchères. Et dans le monde de la culture, c'est pas la première fois qu'on voit quelque chose s'autodétruire sous nos yeux. Tous les samedis soirs sur France 2, on peut voir Christine Angot. C'est là les cadeaux pour toi. Allez, on vient à l'artiste de la semaine. Wow. Ah bah oui. Bah. Censuré. Chaque semaine, j'ai un petit instrument en plus. James Lee Byers, c'est un artiste américain décédé en 97 qui est exposé en ce moment à Anvers, grand spécialiste des installations et des performances. Alors on le voit ici, c'est une photo de lui. Voilà, c'est un mix entre Julien Doré et Amélie Nothomb. Et on va commencer par ses installations en musée. Voilà, une œuvre baptisée The Name of the Artist, le nom de l'artiste. Alors une œuvre qui est évidemment prête à des interprétations. Alors pour ceux qui ont l'esprit mal tourné, évidemment, ils voient un appareil reproducteur masculin, tandis que ceux qui ont un peu d'esprit, de finesse, on peut voir dans cette œuvre, bon, c'est une bite, mais voilà, bon, voilà. La suivante est assez mignonne. Visiblement, Kim Kardashian a oublié d'enlever son maillot dans la cabine de bronzage. Une œuvre intéressante, c'est celle-ci. Je me suis dit, bah, si elle avait été noire, je pense qu'Emmanuel Macron se serait mis juste à côté pour prendre un selfie avec, mais James Lee Byers sort parfois des musées. Alors on va voir ici, et ben là on se dit, mais Cœur de pirate, elle devrait peut-être aller en vacances à Venise. Et même à Paris, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, voilà, une œuvre qui est une mise en abîme du marché de l'art, puisqu'il nous avoue clairement qu'il s'est fait une couille en or avec cette œuvre. Et j'en viens à ma partie préférée de l'artiste, ses performances. Ça, j'aime bien la première performance, le premier happening, 2 in a hat, 2 dans un chapeau. Il a laissé 2 personnes au milieu du musée pendant des heures. Alors on imagine la conversation, non, mais puisque je te dis que c'est mon chapeau, non, c'est bien, rendez-moi. Et puis il a poussé la réflexion plus loin avec 4 in a dress, 4 dans une robe. On le voit 4 personnes, dont 3 jeunes femmes dans une sorte de burqa, comme ça, fantasme absolu de Tariq Ramadan. Et il a poussé la réflexion encore plus loin, avec 10 dans un chapeau, voilà, qui n'est pas sans rappeler une autre performance marquante, 11 dans un string, réalisé par Zaya en 2008 avec l'ensemble de l'équipe de France. Et la dernière, j'aime beaucoup, re-réalisée au MoMA à New York en 2014. Ce sont ces images-là de My Long Paper Walk, où l'on voit un homme tourner comme ça autour de quelque chose pour finalement ne rien trouver vraiment. On dirait un peu moi quand je cherche le clitoris. Allez donc voir James Lee Byers à Anvers, parce que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Et voilà, c'était avec vous, Jorak. On retrouve ici la semaine prochaine, sur scène, à Paris et dans toute la France. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche, c'est shopping. Alors un artiste, c'est aussi un code barre. On commence avec vous, Jean-Baptiste Boursier, donc... vous animez désormais Talk Show tous les samedis à 20h55 sur RMC Story, ex numéro 23. Il y allait bientôt. Ouais. Et vous animez aussi les soirs de Ligue des Champions, Champions Zone. Donc là, c'est sur RMC Sport, hein, c'est ça, en compagnie de Christophe Dugarry et Emmanuel Petit. Donc, alors, c'est vrai que RMC Sport, est-ce que c'est la chaîne qui retransmet la Ligue des Champions avec un écran noir et marqué erreur? Ouais, c'est celle qui a fait ça la première journée. Ouais. C'est celle-là, ouais. On est bien d'accord. Maintenant, ça marche? Maintenant, ça fonctionne. Ouais. Parce que les mecs sont dessus, on a des photos là. Ça bosse. Hein, les mecs sont en train de... Clairement, il y en a un qui a pris une petite suée le premier soir. Les mecs sont en train de J'étais réparer. devant la télé, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est ma télé qui marche plus. Mais c'est... Ah, c'était horrible. C'est la première fois que vous venez ici. Ouais, merci. On est heureux de vous recevoir. Et peut-être la dernière. Alors la première fois que je vous reçois, on dit que vous êtes le nouveau Yann Barthès, le Yann Barthès
du groupe Altis. C'est vrai. Ouais. Yann Barthès, il est chez TF1 et il est très bien. Et moi, j'essaie d'être moi, là, à l'endroit où je me trouve. Les comparaisons, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aurais plutôt pensé à Frédéric Lopez. Vous êtes tellement bienveillant. J'aurais dit que vous êtes le Frédéric Lopez du groupe Altis. Non, c'est pas mieux, Ouais, non ça c'est pas non plus dévalorisant comme comparaison. Ouais. Mais la bienveillance, vous la voulez dans l'émission ou pour l'émission? Les deux, évidemment. On a fait la première, la deuxième, c'est ce soir. Donc on a envie que les gens soient bienveillants avec nous. Mais moi, c'est dans la façon de recevoir les gens, de les interroger. Je pense qu'on n'a pas besoin non plus d'être agressif ou d'aller chercher une petite phrase qui a fait un buzz pour avoir une bonne interview. En tous les cas, tout le monde a été bienveillant avec vous. Ouais. Tout le monde vous a souhaité bonne chance. Et vous aussi. Sauf moi aussi. Eh oui. On regarde Magnéto Serge. Allô? Ouais, c'est moi. Ah, ça va? Ouais, tout le monde en parle. Ah non, je crois pas, tout le monde en parle. Bonjour, vous êtes sur RMC Story. Je déclare ouverte la première saison de Talk Show, le nouveau talk de Jean-Baptiste Boursier. Je déclare la première saison de Talk Show ouverte. Bienvenue à Talk Show avec Jean-Baptiste Boursier. Je déclare la première saison, bon, en espérant que ça tienne la saison, de Talk Show. Cette saison, je la déclare ouverte. Bonne chance. Bonne chance à toi, Jean-Baptiste. Et comme on dit par chez nous, merde. Longue vie à Talk Show. Simplement, c'est un titre que j'ai déposé. Alors, la vérité, c'est que je l'ai déposé évidemment dans la catégorie cinéma et série, mais que pour la télévision, c'est indéposable. C'est comme réfrigérateur, c'est un nom commun. Exactement. Donc il n'y a rien à faire. Sinon, je vous aurais attaqué au tribunal, malgré ma bienveillance. On aurait été dans la merde, on a le même avocat, je crois. Ah, conflit d'intérêt. Alors, gros roulement de tambour quand même. Hein. On voit finalement qu'il fallait oublier ONPC, les terriens. Alors, on a vu le talk show bienveillant de RMC Story. Magnéto Serge. Bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez RMC Story et c'est la première ce soir de Talk Show. Qui a trouvé ce titre? Il y a toute une équipe un peu américaine avec des moyens énormes. Ah ouais, c'est... Il y a un think tank qu'on a constitué, on a déployé un budget colossal et nous sommes arrivés avec ce titre. À Talk Show. Voilà. Jérôme Commandeur est toujours avec nous. Il faut que je raconte aux gens que lorsque je bossais sur BFM TV, dès que nous parlions d'affaires, de police, justice, j'avais droit à des SMS que vous m'envoyez parce que vous connaissez ces visages et que vous suivez ça de très près. Je suis fan des deux, c'est pas parce qu'ils sont là, mais je me demandais s'ils existaient. J'avais un petit doute, et là je suis rassuré. Mais ah oui, quand Neymar fait entrer l'accusé, je vais toujours fermer ma porte parce que j'ai une petite suée. Vous avez plein de témoins et tout, c'est super. Il n'y a pas ça, des gens qui parlent mal, qui disent des trucs. Voilà, ça vous feriez le buzz là. Voilà, ça c'est un truc. Nous n'avons trouvé personne. Ah, on a. Vous le croyez pas, on a cherché. Personne à vous le dire de mal de vous. Ça s'appelle Talk Show. C'est sur RMC Story. Le lendemain matin, vu les audiences, c'était plutôt RMC Sorry. Ouais, c'est vrai que le jeu de mots fonctionne. C'était une première. C'est une première émission. Combien sur une, 57 000. Ça, en gros, c'est la ville de Lorient. Ah, c'est bien, Lorient. Le samedi à 9h, c'est compliqué. Hein. Est-ce que le service marketing d'Altis a réussi à trouver une cible sur laquelle vous êtes leader? Parce qu'ils font ça dans les chaînes. Est-ce que, Jean, vous êtes numéro 1 de la TNT sur les téléspectateurs possesseurs d'animaux domestiques, par exemple? Bah, sur la première, peut-être qu'on était leader TNT sur les gens assis sur un canapé en cuir blanc acheté un jour férié. Si c'est la population de Lorient, ils doivent cartonner sur les alcooliques. Pardon, mais il doit y avoir une cible. Est-ce qu'Altis a prévu de vous rajouter des chroniqueurs, de faire venir Roselyne Bachelot, de mettre plus de Magnéto? Non. Pas encore. On n'a pas encore proposé à Bachelot non plus. Est-ce qu'on vous a dit, tu gardes toute notre confiance, il faut que l'émission s'installe, ça prend toujours un peu de temps, on n'est pas inquiet. J'ai pas entendu cette phrase-là, non. T'as entendu ton chèque est à la compta? T'as entendu Non plus. On était quelque part entre les deux, c'est bien. Jean-Baptiste, est-ce que les gens se taisent quand vous entrez dans un bureau? En fait, j'ai une chance, c'est que dans ma boîte, j'ai un open space et il n'y a que mon bureau. Ah oui, c'est vrai, vous êtes associé. Quand je rentre dans mon bureau, voilà. Non, je pense en gros que c'est trop avant-gardiste. Voilà, je vous dis franchement, cette idée de recevoir chaque semaine des chanteurs, des acteurs, des politiques qui font l'actualité, c'est tellement nouveau que le tout agrémenté de débats, de reportages, waouh. Ah, des reportages, vous envoyez où, Thierry? Il n'y en a pas d'autres. C'est bien de faire un dîner de cons, c'est marrant.
Le reportage, il n'y en a pas dans les autres talk shows. Il n'y en a pas chez vous, il n'y en avait pas chez Patrick, il n'y en avait pas chez De Chavannes, chez Ruquier, enfin il n'y en avait pas. D'accord. Donc rien que ça, par exemple, c'est novateur. D'accord. Donc c'est ça l'innovation du concept. Après, un talk show, en vérité, c'est pareil ici et partout ailleurs, c'est basiquement des gens autour d'une table qui discutent, quoi. En fait, vous racontez l'époque. On essaie de faire modestement. À travers tous ces gens-là, mais sans buzz. Avec bienveillance. Sans bad buzz, ouais, exactement. Avec bienveillance, voilà. C'est enregistré, hein. Mais c'est pas monté, dites-vous. Alors, quasiment pas. Faites comment quand c'est chiant? Eh ben, vous le laissez, vous le laissez. C'est chiant. Les téléspectateurs sont obligés de se bouffer ce qui est chiant. Ouais, oui. D'où le score. Ouais, mais notez qu'à Lorient, personne ne s'est fait chier. Ouais. Voilà. Enfin, il y a un taux de suicide énorme, quand même. Alors, vous dites que vous n'avez pas de prompteur, que vous n'avez pas de fiche, et votre associé, qui vous adore, évidemment, c'est votre associé, Alexandre Pérez, qu'on aime beaucoup ici, d'ailleurs, il dit, il a tout en tête, et en fonction de ce que lui dit l'invité, il ouvre les bons tiroirs dans sa mémoire pour rebondir et poser des questions. Il vous aime, hein? Ouais, ce qui fait de moi un bibliothécaire, basiquement. Voilà, c'est ça. En fait, vous avez tout dans... Vous n'avez pas besoin de fiches. En fait, rien n'est écrit. Si, non, mais j'ai des fiches avec des éléments de promotion, avec des idées que j'ai envie de suivre ou quoi, mais je n'écris pas de questions, je n'écris pas de lancement. Je vais vous dire, c'est l'école Guillaume Durand. C'est possible. On branle rien. Puis alors, vous dites un truc incroyable. Vous dites, peut-être que je suis lisse, l'aspérité n'est pas forcément un gros trait au feutre noir. Pardon, je suis d'accord avec moi. Ouais. Donc vous dites je suis lisse, mais c'est pas un drame d'être lisse. Non, c'est bien. C'est quoi ta crème de nuit? Donc vous dites j'ai une jeunesse normale. Ouais. C'est vrai qu'on ne sait pas si vous êtes de gauche ou de droite. Ouais. On ne connaît rien de votre femme. Ouais. On ignore... Ou de votre homme. Oui, ou de Restons open. On ignore vos convictions religieuses. Ouais. On ne sait rien de vous, en fait. Ouais. Rien du tout, du tout, du tout. Non, parce qu'en vérité, je crois pas que ce soit utile. Non. Ouais. Alors, j'ai quand même cherché le côté obscur. Alors, le côté obscur, la dimension punk de Jean-Baptiste Boursier. Alors, j'ai trouvé quand même... Vous fumez au bureau. Mais c'est pas possible. Ouais. Mais c'est pas possible. Est-ce que vous fumez au lit aussi? Non, pas au lit, qu'au bureau. Alors, 1, vous fumez. Bon. 2, vous faites de la moto. C'est quand même assez punk de faire de la moto, parce que ça va vite, hein. Non seulement ça va vite, et je rappelle qu'il n'y a que 2 roues. Oui. Et alors, vous avez 6 tatouages. 8. Non. 8. Quel point, je suis un gros... C'est un punk, mais c'est un gros punk, en fait. Les tatouages sur les couilles comptent pour 2 ou un? Alors, ils sont où, vos tatouages? Ils sont un peu sur les bras, plutôt. Et il y a quoi? Dites-le nous, parce que quand même... Il y a... J'encule la société, en gros. Non, par exemple, il y a un titre des Floyd que j'ai tatoué, parce que je suis fan des Floyd depuis... Très bien. Tout petit. Un autre tatouage. Un autre tatouage, je vous en montre un, même si... Oui, voilà. Voilà. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Fernandel. Eh ouais. Et voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des terriens du samedi. À tout de suite. Bonsoir les terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous permet de savoir quel jour on est en compagnie de Patrick Sébastien, de Laetitia Milot, de Jean-Baptiste Boursier et de Laurent Baffy. Et maintenant, on continue avec Shopping, la promo qui s'affiche. Laetitia Milot, rebonsoir. La première fois que vous êtes venue dans cette émission, vous avez témoigné sur l'endométriose. La deuxième fois, vous nous annonciez qu'après 10 ans de combat, vous attendiez un heureux événement. Et la troisième fois, vous êtes maman d'une superbe petite fille qui aura 5 mois demain. Oui. Est-ce que vous ne me confondez pas avec votre gynéco? Non. Non, vous êtes sûr? Non. Vous êtes bienveillant, je viens. Très bienveillant avec vous. Ah, Est-ce que vous voulez que Patrick Sébastien fasse un saut pour l'anniversaire de Liana? S'il veut, oui. Il Et volontiers. Tu fais les anniversaires aussi, non? Oui, aux chandelles pour les enfants, il fait des trucs. Elle aime déjà Patrick Sébastien, non? Mais on se connaît bien avec Patrick. Non, c'est pas la question, c'est pas la question. Et on s'aime bien déjà. Parlez de la petite fille. Elle aime bien tes chansons en plus.
Alors, Laetitia Milo, vous êtes ici ce soir dans Shopping pour un livre intitulé Ma clé du bonheur, publié aux éditions First. Alors, vous avez perdu quelques kilos de grossesse. Vous montez à Paris pour faire des plateaux télé en laissant Badri torcher l'enfant, en fait. Oh non, je fais mon aller-retour, je reviens ce soir. Le bébé s'appelle Liana. Ça veut dire Rihanna en chinois, c'est ça, non? Ça veut dire lionne, c'est latin. Ah, c'est latin. J'ai pas vu. Alors, pour être heureux, leçon numéro 1, avoir un mec ultra sympa, quand même. Ah bah évidemment. Dans le livre, il y a des chapitres thématiques, donc avec des mantras. Si vous souriez à la vie vous sourira. C'est un des mantras, effectivement. Patrick, si vous souriez à la vie vous sourira. Tu aurais pu le dire. Ouais, c'est tellement con, t'aurais pu le dire. Tout ce qui touche au bien-être des autres me touche. Alors, si tout le monde se touche, là, ça va. Autre mantra dans votre livre, ma chère Laetitia, l'espoir, c'est comme le rire, c'est contagieux. Tu aurais pu le dire, ça aussi. C'est elle qui l'a dit. Alors, il y en a un que je comprends pas bien. Voyez la vie dans sa globalité. C'est un mantra aussi, c'est voyez la vie dans sa globalité, c'est voyez l'avenir, voyez, projetez-vous. C'est Mike Brown qui a faut dit ça. savoir lire derrière les mots de chaque mantra, en fait. Dans le livre, il y a aussi des listes, il y a des photos, il y a des astuces. Par exemple, pour être heureux, s'entourer de gens bienveillants. Ah, voilà. On a souvent des gens toxiques autour de nous. Voilà, s'entourer de gens bienveillants. C'est pas perso, Laurent. Non, non. Je l'ai un peu pris en pleine gueule. Hein. Pardon. Alors, il y a aussi faire du sport. Oui. Cultiver son potager. Et alors, il y a des jeux de société coquins, mais il n'y a pas vraiment d'exemple, quoi. Ça, c'est pour être bien dans son couple. Ah ouais, d'accord. Mais je ne vais pas non plus plus vous jouez loin. Vous jouez avec Badri à des jeux coquins? Non, je dis juste des conseils pour apporter non, parce que dans le bouquin, il n'y a rien. Oui, bon, pour moi, j'étais apporter très déçu. du piment dans votre couple. Je me suis dit jeux de société coquins. Le piment dans le couple, à part la pipe au tabasco, je vois pas. Dites-vous plutôt je t'aime comme si c'était la dernière fois que vous la voyez ou que vous le voyez. C'était déjà très très bien. Ça, c'est un mantra Jonathan, encore. avant de partir. C'est encore un mantra. Non, mais... Sérieux, jeu de société coquin. Par exemple. Mais quel jeu coquin? Des jeux de société. Il y a des jeux de société. Il y a des jeux... Attends, quand tu fais un Monopoly, tu baisses pas forcément. Il y a des jeux entre vous que vous pouvez voir. Enfin, je sais pas, on n'est pas dans le journal du Hard, non ici. Attendez, est-ce que c'est le jeu du dé, par exemple, où on jette un dé et sur chaque face du dé, il y a une position différente? Ben, par exemple. Vous l'avez, le dé? On a des jeux aussi à la maison. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut innover dans son couple. Il ne faut pas se laisser aller dans la routine et dans les habitudes. C'est tout. C'est Badri, si tu nous regardes, plusieurs années, voilà, à un moment donné. Donc vous inventez tous les jours des trucs avec lui pour... Bah, je vous dis pas qu'on invente des jours tous les jours des trucs, mais... Des fois, ils n'ont pas de jeu, quoi. On innove dans notre vie, quand même. Alors, il y a un truc que je comprends pas dans votre livre. Il n'y a pas la drogue. Non. Pourquoi? Bah, déjà, j'ai jamais tenté, j'ai jamais essayé. Ah ouais. Donc vous donnez des leçons de bonheur et vous n'avez pas tout essayé, en fait. Moi, je veux pas être à la base de ça. Alors, si on achète votre livre, on est heureux au bout de combien de temps? Au bout d'un jour, il se lit très vite. Au bout d'un jour? Mais il se lit très vite. Donc vous allez en vendre des wagons. Mais non, c'est pas ça. C'est regarder autour de vous, Thierry. Il y a pire que vous. Ah oui. Non. Il y a mieux que vous, mais il y a pire que vous. Il y a mieux Il y a que moi. pareil, il y a un peu pire. tout, en fait. Il y a mieux que moi. Voilà, faut toujours regarder à côté de soi et s'apercevoir qu'il y a Merci pire du que soi. conseil, merci. Alors, ce que personne ne sait, c'est que le premier à avoir remarqué Laetitia Milo, à lui avoir fait faire de la télévision, c'est moi. C'est toi? Magnéto, Serge. Faut pas que ça manque de filles un peu là, non? Ouais. Tiens, vous. Venez vous asseoir à côté de... Ça manque un peu de filles là. Ça vous embête pas? Vous appelez comment? Allez, prenez le micro. Laetitia. Laetitia. Comme ma femme. Oui. Ça, vous l'avez vu en lisant Paris Match, en fait. Oui, c'est vrai. Oui. Là, tiens. Laetitia, on se connaît pas, mais je trouvais que ça manquait un peu de filles autour du plateau. Je vous aime beaucoup tous les deux, hein, mais... Ah bah merci, oui. Ben voilà, Laetitia, vous... Faut qu'on s'habille en rose. Vous restez avec nous? Oui, pas de problème. Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Hein. D'accord. Laetitia, vous avez une question à poser à Richard Anconina, profitez-en, parce que là, vous n'allez pas le voir à la télé jusqu'à ce que la vérité, si je mens contre la grande distrib sorte, c'est-à-dire dans... Dans combien de temps, justement? Le tournage va commencer la semaine prochaine. Il y aura environ 15 semaines de tournage. Et puis, je pense que le film sortira début 2001. Début 2001. Ok.
Il m'intimide beaucoup. Mais lui aussi est très intimidé par vous, hein? Oui. Non? Ça n'a pas l'air. Bien sûr, mais c'est... Qu'est-ce que les femmes préfèrent chez vous? Je ne sais pas. Laetitia, vous préférez quoi? Les yeux. Vous aimez son regard comme ça un peu? On a envie de s'occuper de lui, non? J'adore, oui. Ah là là, eh. Donc Laetitia est une charmante jeune fille que nous avons trouvée dans le public ce soir et qui, à mon avis, est prête pour faire une grande carrière, hein, Laetitia? Pas de problème. Vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis étudiante à Aix-en-Provence. Oui. En action commerciale, je fais un BTS. Ouh là 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 là. Et plus tard, vous voulez faire quoi? Alors ça, c'est vague. Épouser une vedette de cinéma. J'aimerais bien épouser une vedette de cinéma ou une vedette de la chanson. Non? Par exemple. Eh. Oui. Mais bon, quel âge il a? Non, vous avez quel âge? Vous pouvez le dire quand même. Oui, bien sûr, je suis né en 53, j'ai 47 ans. 40, ça va, non? Oui. Ah, vous trouvez ça un peu géronto? Bah, un peu quand même, non? Et vous préférez Danny Briand? Bah, quel âge il a? Ah, vous, c'est une question d'âge, vous. Moi, j'ai aucune chance. Belmar et moi, on est jetés, là. Bien, ben, Laetitia, je vais accueillir une autre fille, mais vous revenez quand vous voulez. Hein. Vous êtes charmante. Vous avez un portable? Vous avez un numéro de portable? Oui, j'ai un portable, mais je ne donnerai pas, je crois, pas à la télé. Merci, Laetitia. À bientôt. Et voilà, c'est incroyable. J'avais repéré tout de suite dans le public la fille qui avait du talent. Bravo. T'as vu? C'était ma première télé, j'étais hyper timide. Est-ce que, comme l'ours Balou, vous diriez qu'il en faut peu pour être heureux? Dites-moi oui, parce que ça va aider pour mon sampleur. Non. Non, dites-moi oui. Il en faut peu pour être heureux. Bah alors je vous dis oui. Ah, merci. Qu'est-ce qu'elle est bienveillante. Peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. J'adore cette chanson, non? Hein, il est bien l'ours, il chante bien. Bon, Patrick Sébastien, rebonsoir. Je suis très heureux de recevoir ce soir le président du fan club de Delphine Ernotte. Je sais que votre contrat stipule... Je t'ai dit que je ne voulais pas parler de Mais télévision. tu as bien raison, parce que ton contrat stipule que tu ne dois pas dire du mal de France Télévisions. C'est pas une question de contrat. Quels que soient les médias, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas une question de contrat, c'est que dès que je dis quelque chose, ils en font une montagne. Voilà, ils font donc, dire ce que j'ai pas envie de tu dire. dis plus rien. Donc j'ai voilà. pas envie d'en parler. Quand je vous demande comment ça va avec 4 années bonheur, 2 cabarets, 1 réveillon et 0 fiction, vous ne pouvez plus dire. Vous ne pouvez pas le dire. Ouais, non, mais vous ne pouvez pas le dire. C'est une injustice, vous ne pouvez pas le dire. Alors, si vous pensez que c'est une injustice, Patrick, clignez de l'œil gauche. Regardez-moi. Regardez-moi. Si vous pensez, regardez-moi. Si vous pensez que c'est une injustice, clignez de l'œil gauche. Pas l'œil droit, parce que ça signifie complètement autre chose. Je ne répondrai pas. Bon. Alors, vous disiez en juin que vous étiez mal aimé sur France Télévisions pour des raisons gouvernementales. Patrick, Macron. Quoi? Macron, à cause de Macron. Non, si c'est ça, clignez 2 fois de l'œil gauche. Fais-toi plaisir. Non, vous n'avez pas le droit même de cligner des yeux. Ils vous interdisent de cligner des yeux. Non, mais ils sont quand même... Et pour une fois qu'il n'est pas lourd, laisse-le faire. Et jamais de la vie. C'est pas moi, c'est vous. Moi, je dis rien. Mais tu dis rien, la preuve. Ah, je suis Et pas là, t'as mal rien aimé. dit. Je ne suis Non, mais pas là, t'es mal exemplaire. aimé. D'habitude, tu craques. Là, c'est la première fois. D'habitude, tu finis quand même par dire c'est une conne. Là, franchement... Non, je n'ai rien à dire. Tu n'as rien dit. Là, si, je vais dire une chose quand même. Ah, j'adore France Télévisions. Non. Je vais dire une chose, mais que tu sais, mon héros de fiction, de roman préféré, c'est pas Don Quichotte. Je me bats pas contre les moulins à vent, je trouve ça stupide. Mon héros de fiction préféré, c'est Cyrano. Tu sais, la tirade du non-merci. Oui. Ne pas grimper bien haut, peut-être, mais tout seul. S'élever par force plutôt que par ruse. Et ne pas faire de révérence devant les puissants. Et quitte à crever, autant crever avec le panache. Ah, bravo! Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien les choses ensemble. En variant le ton, par exemple, tenez, moi, monsieur, si je fais ça, tel nez, il faudrait sur les choses que je me la pétasse. Je me l'amputasse. Bien, alors, Patrick, vous êtes ici ce soir pour un nouveau livre intitulé « Et si on était bienveillant ?» Une sorte de manuel, en fait, pour devenir bienveillant.
Non, c'est un truc que quand je faisais mes études de philo, on en parlait beaucoup. On a analysé la bienveillance et les paradoxes de la bienveillance. Oui, bah, par exemple sur les enfants. Sur l'éducation des enfants, C'est est-ce qu'être intéressant, bienveillant ça. avec un enfant, est-ce que c'est d'être sévère? Non. Rappelez Yann Moix, vite. Non, t'as raison. C'est un vrai problème. La bienveillance, par exemple, dans la justice, que j'aborde aussi en parlant de mon copain Dupond-Moretti, est-ce qu'être bienveillant avec les coupables, c'est pas être malveillant avec les victimes? Est-ce que l'euthanasie est bienveillante? J'ai eu l'occasion d'avoir une expérience sur ça. Certains te diront que c'est bienveillant d'empêcher quelqu'un de souffrir, d'autres te diront que c'est malveillant parce que Dieu qui a repris la vie est habilité à la reprendre. Et donc j'ai fait plein de chapitres. J'ai fait un chapitre sur la bienveillance pour soi-même. Ça, c'est très important. C'est-à-dire fuir quand on s'emmerde quelque part, quand on n'est pas bien. Fuir. Mais c'est vrai. Laurent, c'était une image. Si on me donne la permission. Non, c'était une image, Laurent. Fuir. J'ai beaucoup de chapitres. J'ai un chapitre sur le regard. Savoir décrypter le regard des autres. Tu sais, un jour, chez moi, à Martel, il y a un type qui est venu me faire une prise de sang un matin. Un infirmier. Puis, je sentais qu'il n'allait pas trop bien, mais j'ai pas insisté, tu vois. Et 2 heures après, il tuait sa femme, l'amant de sa femme, il se suicidait. Et j'ai toujours eu une culpabilité de me dire, si j'avais regardé ce mec-là un peu plus dans les yeux, peut-être que j'aurais découvert quelque chose et j'aurais peut-être trouvé les mots pour l'empêcher. Sur la bienveillance, c'est vrai que ça fait bisounours. Aujourd'hui, on va te dire... à part que... Joe Star. À part que, politiquement, socialement, si on ne revient pas à plus de bienveillance, si on n'y revient pas, on va dans le mur. Alors, dans ce livre, il y a beaucoup de maximes, de qualité. On dirait parfois du Lao Tse. Et on va faire une interview, d'ailleurs, Sébastien ou Lao Tse. Alors, vous allez me dire si c'est Patoche ou Lao Tse, d'accord? Personne n'est à l'abri du pire, mais le meilleur existe. Ah, vous hésitez. Ça pourrait être du Sébastien. Sébastien, bravo. Il faut être d'abord ce qu'on veut être, avant d'être ce qu'on vaut. Sébastien. Sébastien. Ah bon? L'échec est le fondement de la réussite. Lao Tse. Lao Tse. Ouais, comment tu sais? Bah parce que je lis beaucoup tous les jours Lao Tse, chaque jour. Celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage. Lao Tse. Oh, comment tu sais? Mais j'adore Lao Tse. Mais t'es fort, Lao Tse. Très fort. Je suis ceinture noire de Lao Tse. Laisse gagner les invités. Pardon. Qu'est-ce que je t'ai dit avant Bienveillant, tu m'as dit. Je t'ai dit avant l'émission, bienveillant. La bienveillance. Laisse gagner les invités. Au Blind Test, ça sera pareil tout à l'heure. Tu sais, j'ai fait ça par fierté, par prétention. Voilà. Et tu as honte. J'ai honte. C'est bien. Baisse ta tête. L'autre se dit, considère-toi comme une grosse merde et laisse gagner les autres. Tu peux être ton meilleur ami que si tu es le meilleur ami des autres. Bravo, Boursier. Ne pas savoir et croire qu'on sait, c'est la maladie des hommes. C'est pas du Sébastien, ça, non? Non. Ah, Lao Tse. Ouais, Lao Tse. Lao Tse. Laurent Baffy a gagné, bravo Laurent. Attends, j'ai arrêté. J'ai gagné quoi? C'est shopping, donc 3 produits shopping pour Patrick Sébastien ce soir, le livre, le disque et le spectacle. Alors, l'album, c'est J'assume. J'assume tout. Ouais, c'est un album de fête. Hein, Ah, c'est très world music, hein, parce qu'il y a de la salsa, du jazz, il y a un peu de tout, ouais. du reggae, J'enregistre encore avec des vrais zumba. musiciens. On a tout, ouais. Il y a même du rock avec l'instrumental de On Wash. attend toujours le chanteur, mais les musiciens sont vrais. Et ça, donc- c'est les albums, tous les albums de fête que je fais depuis longtemps. Là, j'ai tourné un truc, peut-être que C8 me le diffusera d'ailleurs, je l'espère, qui s'appelle Patrick Sébastien, 15 juillet 2018, le soir de la finale du mondial. On était dans un festival à Trélazé où il y avait 20 000 personnes. Et Ernotte le veut, ça. Non, je pense que ça ne les intéresse pas. Tu veux qu'on regarde? Tu as un bout de ça? Parce que c'était Magnéto, un truc Serge. de fou. Et on va quand même pas se quitter sans faire péter une dernière fois les sardines.
chansons faciles, faciles. Faut d'abord les paroles, des villes. Une petite mélodie qui te prend bien la tête. Et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là, on se rassemble à 5, à 6 ou 1000. Et on se colle tous ensemble en chantant du thème. Ah, quel c'est au fond de cette boîte. Chante une sardine, chante une sardine. Ah, qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte. Chante une sardine. Il y a combien de monde dans la salle là? Il y a 20 000. 20 000 personnes. Il y a 20 000, mais on le fait souvent en Belgique, sur des places l'été. Alors ça continue l'été. Il y a 10 musiciens, il y a 2 danseuses. Les gens viennent chanter, viennent sauter en l'air. Une question, est-ce que si on boit pas, on peut y aller? Bien sûr. Mais il n'y a pas obligé d'être alcoolique, je veux dire, non. Dans le public, il y a tout. Il y a des petits, il y a des vieux, il y a des jeunes. Il y a beaucoup d'étudiants, des mômes de 22 ans qui arrivent déguisés. Mais ça, c'est l'été. Et puis il y a votre nouveau spectacle qui s'appelle Avant que j'oublie. Ça, j'y tiens beaucoup. Dans lequel vous dites ce que vous ne pouvez pas dire à la télévision. Ouais. Si je vous demande quoi, par exemple, vous allez me dire on est à la télévision. Je peux pas le dire à la télé. Un seul exemple. Non, c'est un truc vraiment intime. C'est-à-dire que je passe de... J'ai 3 musiciens en acoustique. J'ai des chansons qui n'ont rien à voir avec les sardines. J'ai une chanson sur la perpétuité, j'ai une chanson sur le père qui m'a élevé. Mais c'est pas prise de tête, c'est de l'humour. Hein. Et puis je dis des vérités, donc que je peux pas dire à la télé. Par exemple, une vérité. Non, je peux pas, sinon les gens vont pas y aller. Non, c'est pas ça. Non, mais si c'est une vérité, tu peux la dire, là au-dessus. Non, c'est pas une vérité. J'ai une manière d'aborder, j'ai un sketch sur la police, j'ai un sketch sur la perpétuité, j'ai un texte sur la perpétuité. C'est des choses qui sont difficilement passables à la télévision sans déclencher quelque chose qui serait malvenu. Les gens qui viennent sont avertis. On peut plus rien dire. Sur on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Si je veux parler d'Allah, on va me dire là au mieux pas. Si je prononce. J'en parle d'ailleurs, je parle de l'humour. C'est génial, Bourdon. Ouais. Vous savez ce qui va se passer maintenant? C'est quoi? On va être malveillant. Non, pas du tout. On va jouer, vous l'avez sur le bout de la langue, c'est le blind test. Ah. Thème du blind test de ce soir, chanteurs et chanteuses mal sapés. Parce que, en fait, quand vous êtes venus la dernière fois, là, ça va. Vous aviez un blouson. Le blouson, j'adore ça. Ah, le blouson. Alors, tiens, juste, si je peux demander à Didier Frouellier à la réalisation, s'il peut faire un petit plan de nos 3 amis, voilà. Ou si vous nous regardez, si vous voulez régler votre télé, c'est maintenant. Voilà, c'est... C'est bien, j'adore. Bah ouais. En coulisses, j'ai une chemise d'été comme ça. Oui, je vous ai vu arriver avec les couleurs. Une chemise hawaïenne. Donc voilà, donc le vainqueur devra célébrer sa victoire comme un joueur de foot qui marque un but. Attention, branchez la guitare. Branchez la guitare, entonnez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Musique. Rihanna. C'est beau ce qu'elle porte. C'est beau ce qu'elle porte. Mais par rapport au blouson que tu as, c'est vrai que c'est élégant. Original. Attention, musique. Flora Pagny. Ouais. N'aurais pas la liberté de penser. C'est pas mal sapé non plus, ça, c'est original. Oui, c'est original. Ça sort de l'ordinaire. Quand les gens Moi, je sont me bats dans les émissions pour qu'ils portent pas de noir. Ah ouais, t'as vu que tout le public est en noir? Ouais, je sais, ouais. On peut y remédier. On peut y remédier. Attention, donc ça fait 1 point pour vous et 1 point pour Jean-Baptiste. On continue, musique. Katy Perry. Ouais. Ouais, tu trouves qu'elle est bien? Bah oui, c'est tout mignon. Attention, musique. Attends, je sais ça. Ouais, tu l'as sur Lady le bout de la Gaga. langue. Non. Merde. Marie Carré. Ouais. Oui. Mais oui. C'est chanteuse, ça. T'aimes bien comment elle est sapée, hein? C'est chanteuse, ça. Ouais, c'est Maria Carré. Attention, musique. Là, je la dirai pas. Je la dirai pas. Je suis battu, là. Franchement, je suis battu, là. Là, je suis battu.
Comment elle est sapée, la Céline. Là, je suis battu, là. Bah, Ah, en je même dois temps, dire. elle est colorée encore une fois. mais Oui, elle est colorée, oui. pas non plus, Heureusement qu'il est mort, Pépère. Hein, parce que- Ah. Bon. C'est pas vrai. Alors là. Ça arrête dans la bienveillance. ça va. Toujours, toujours. Attention, musique. Je la sais, mais je le dis pas. Dis-le. Je l'ai. Lady Gaga. Ah, c'est. Oui, c'est Gossip. Comment elle s'appelle? Bess Ditto. Ouais. Allez, vas-y, cours. Rick, ça casse. Ah, attention. Musique. Stromae, Tellement facile. non. Pas Stromae, non. Chut. Ouais, je me raconte, ouais, je déconne. Non, non. Ouais. Boursier, putain. Allez. Tu m'as reconnu, elle avait la voix voilée. Eh oui, tu peux pas la reconnaître. T'as compris? Attention, musique. Lady Gaga. Ouais. Ça arrache. Je sens que tu vas faire le tour. Prépare-toi. Ah, c'est J'ai pas voulu lever c'est le le pied. blind test. Laetitia me laisse gagner en fait, c'est ça qui est. Le blind test mal sapé, là, je dois dire que là, on est à donf. Attention, musique. Picard. Picard. J'ai la même veste, je la mets jamais. Bah oui. On se concentre. Musique. Maître Gims. Maître Gims. Maître Gims. Laetitia. Mais j'ai pas gagné. Oui, t'as gagné. Non, non. Oui, t'as gagné, Et le mec, la chanson s'appelle Non. Sapé comme jamais. Non, ça c'est pas vrai, j'ai pas gagné. Il a gagné. Boursier a gagné, ouais. Vas-y, Laetitia. Non, c'est pas moi qui ai gagné. C'est bien. Et ben voilà, bravo. Bravo Jean-Baptiste, bravo Laetitia. Pardon d'être bienveillant, mais j'aurais bien aimé savoir ce qu'aurait fait Patrick s'il avait gagné. Musique. Arrête la musique, coupe la musique. Coupe la musique. Eh ben tu vois. Ben tu vois mon patou, ouais. Tu vois mon patou. C'est Mbappé qui fait ça. Et voilà, avant de terminer, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à mon ami Philippe Courti, qui fête demain soir ses 60 ans à la Churrascaria. Voilà, c'était les terriens du samedi. Avec Kamel Daoud, Patrick Sébastien, Laetitia Milo, Jean-Baptiste Boursier et Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain, 19h, pour les terriens du dimanche avec Nadine Morano. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.